Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Va-t-on vers la fin de la quasi-gratuité des universités? Le président de la République a laissé entendre il y a quelques semaines qu'il plaidait pour une hausse des frais de scolarité universitaire. L'objectif, mieux financer l'enseignement supérieur, une proposition qui est mal passée auprès des étudiants notamment. L'Élysée dément pour l'instant tout projet de réforme, mais évoque des pistes de réflexion pour l'avenir. Décryptage donc aujourd'hui du modèle universitaire avec nos deux invités. Laurent Champanet, président de la CGE, Conférence des grandes écoles, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau, Laurent Champanet. Mariam Pouchtou nous accompagne également, on la connaît bien ici, vice-présidente du syndicat étudiant l'UNEF. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, Mariam. Le président de la République s'attaque ici à un pilier du système éducatif français. Et en effet, la proposition n'est pas passée inaperçue. Laurent Champanet, la question du financement des universités est-elle, oui ou non, un sujet ? Oui, pour moi, c'est un sujet parce que une grosse partie de l'enseignement supérieur en France est public et a des difficultés de financement. On demande beaucoup à l'État, est très financé par l'État. Et on remarque une certaine perte de vitesse dans la qualité d'accueil des étudiants par rapport à l'international, mais aussi par rapport à un certain nombre d'officines, je dirais, privées qui recrutent beaucoup d'étudiants après le bac à des tarifs assez élevés et avec des qualités de diplôme pas forcément reconnues par l'État. Donc ça interroge sur le modèle de financement de l'enseignement supérieur. Mariam Pouchtou, vous êtes d'accord avec ça? On peut se poser la question du financement aujourd'hui de l'enseignement supérieur, notamment du financement des universités. Il y a un sujet. Comment se porte selon vous l'université et la recherche aussi notamment aujourd'hui? Alors il y a deux questions en une, parce que déjà effectivement la question de l'enseignement supérieur et de son financement est un vrai sujet. Et encore, nous on est financé globalement à 80% de public, mais d'autres pays le sont à 95%, par exemple en Norvège. Donc voilà. Et a contrario, on a une indépendance quasi totale dans des modèles universitaires comme aux États-Unis. Donc nous, c'est pas le modèle qu'on porte. On veut que ça soit financé par le service public parce que c'est un service public et on y est très attaché. Donc après, effectivement, il y a un sujet parce qu'aujourd'hui, il y a des trous dans le gruyère concrètement sur le financement de l'université et ça affecte la qualité forcément des études pour les étudiants. Et donc c'est un impact direct. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut pouvoir le poser sur la table. Par contre, pour nous, ça ne doit pas être financées par des entreprises privées parce qu'elles vont avoir après la mainmise et il va y avoir des compromis qui vont se faire entre les universités et les entreprises sur nos formations. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est aussi attaché à cette indépendance des formations vis-à-vis du privé de ce côté-là. Mariam Pouchtou, est-ce que ce système actuel de quasi-gratuité, il est tenable dans le temps ? Alors moi, j'aime pas trop le mot quasi-gratuité parce qu'effectivement, les frais d'inscription pour les étudiants hors Union, étudiants de l'Union européenne ou français sont à 170 € par exemple en licence, qui peut être dit abordable. Par contre, ça ne veut pas dire que étudier est gratuit parce que des étudiants se salarient pendant leurs études, un étudiant sur deux quasiment, c'est l'OVE, mais pas que. Il faut payer son loyer, il faut subvenir à ses besoins et c'est pas gratuit. Donc on ne peut pas dire étudier aujourd'hui est gratuit. C'est pour ça que nous on revendique quelque chose qui serait un filet de sécurité sociale pour les étudiants, pour qu'ils n'aient pas à se salarier et qu'ils puissent se concentrer uniquement à leur formation pour après s'insérer sur le marché de l'emploi et s'émanciper. Ce n'est pas gratuit, Laurent Champanet, vous partagez cette idée-là. La gratuité signifie-t-elle, parce que le président de la République, lui, a noté que l'enseignement supérieur n'avait aucun prix pour ses étudiants. Voilà, est-ce que vous vous placez plutôt du côté du président de la République ou plutôt du côté de Mariam Pouchtou sur cette question? Plutôt du côté du président de la République. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la valeur qu'on donne. Il ne faut pas forcément la mettre en euros, mais sur la valeur qu'on donne à ces études. On est surpris aussi de voir des jeunes Français qui sont pour une quasi-gratuité des études en France. Et puis, pour ceux qui en ont besoin, d'un seul coup, décident d'aller dépenser 80 000 $ pour passer une année pour avoir un master aux États-Unis. C'est quand même extrêmement surprenant. Et entraînant d'ailleurs parfois avec eux d'autres qui ont des réelles difficultés financières et qui vont s'endetter pour accéder aux mêmes choses. Donc, nous, on est plus pour une notion d'équité, c'est-à-dire de dire il ne faut pas qu'il y ait de barrières financières à l'accession à l'enseignement supérieur, en particulier quand on parle de formation terminale, les masters, les bachelors, les diplômes d'ingénieurs, les diplômes de grande école, qui sont quand même un sésame pour l'emploi
avec des salaires plutôt à ce niveau-là d'études, hein, quand on parle de niveau master, des salaires qui sont plutôt bons. Et puis on ne comprend pas très bien en plus quand le président de la République dit fin de la quasi-gratuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien demain coûterait une formation qui aujourd'hui coûte entre 170 €, 200 € l'inscription à l'année? Demain, comment on établit un prix d'une formation? C'est là aussi la question. Oui. Est-ce que ça voudrait dire aussi du coup rémunérer mieux les enseignants, puisque c'est une école qui deviendrait payante, donc on paye un peu plus, donc on rémunère mieux? Enfin, c'est toute cette question-là aussi. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, en France, dans l'enseignement supérieur public, il y a un tarif défini par le ministère et le tarif zéro pour les boursiers, donc l'exonération totale. Il n'y a pas de tarif intermédiaire. Et les écoles publiques n'ont pas la possibilité, en fonction du statut des étudiants, des moyens de leurs parents, de faire des droits différenciés. Ni non plus d'ailleurs de faire des niveaux de bourse différents. Alors il y a des niveaux de bourse différenciés, mais les écoles n'ont pas forcément la possibilité de compléter ces bourses comme elles le veulent. Donc c'est ça ce qui est un petit peu gênant, c'est cette dichotomie. Et effectivement, si sortir de la quasi-gratuité, c'est de dire c'est plus cher ou zéro, ça ne va pas convenir. Voilà, il faut qu'on ait beaucoup plus de souplesse pour accompagner les étudiants en fonction de leurs besoins, et y compris dans l'aide au financement, comme vous le disiez, dans l'aide au financement de leurs études, parce que étudier n'est pas gratuit, même si les droits de scolarité sont à zéro, étudier n'est pas du tout gratuit. Étudier n'est pas gratuit. Mariam Pouchtou, vous en parlez. Quel est le pourcentage aujourd'hui à peu près d'étudiants boursiers? Si on parle d'augmentation du prix d'inscription, ça voudrait dire qu'en fait on rembourserait plus. C'est toute cette question-là aussi. Si on est boursier, si le tarif passe de 300 à 900 €, de toute façon on ne payera pas parce que la bourse couvrira ça. Aujourd'hui, on va prendre les choses dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a 74% des étudiants qui ne sont pas boursiers. Donc, ce qui est quand même énorme. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même 74% des étudiants qui paieraient des droits d'inscription plus élevés s'il y avait une augmentation. Donc voilà, nous, on va aussi dans ce sens-là, dans le sens où on ne veut pas augmenter les frais d'inscription par le haut. Enfin, le but, c'est pas ça. Et de fait, la question financière serait un frein, en fait, de fait, à l'accès à l'enseignement supérieur. Et effectivement, c'est pas nous, la perception qu'on a, en tout cas, de ce que devrait être l'université de demain. Et il y a une vraie responsabilité de la part de l'État. Vous parliez de la question de financer mieux les personnels, les professeurs, etc. C'est un vrai sujet et nous, on y est très attachés. On travaille avec les syndicats professionnels là-dessus parce que effectivement, aujourd'hui, le salaire, les vacataires ne sont pas payés en temps et en heure. Il n'y a pas de titularisation des contractuels. Et donc, ça crée énormément de difficultés. Mais par contre, ça ne doit pas être les frais d'inscription des étudiants qui doivent payer cela. Et donc voilà, nous on fait cette distinction-là et après on peut faire payer l'université autrement que par augmenter les frais d'inscription. On peut avoir un système de prêt, par exemple, à rembourser à la fin de ses études. Enfin voilà, il y a plusieurs modèles qui existent à l'étranger. Donc voilà, quasi-gratuité, c'est vrai que le président était extrêmement flou sur le sujet et nous on a demandé aussi des clarifications là-dessus. Sur le financement par le privé, par les entreprises, l'UNEF est contre aussi là-dessus, sur cette question? Oui, c'est-à-dire que nous c'est un service public et donc ça doit être effectivement financé par le public. Après aujourd'hui on sait que c'est pas le cas en soi. Par contre, il y a un système d'appel à projet, par exemple, qui crée des inégalités entre les établissements sur ceux qui réussissent à avoir l'argent de l'appel à projet ou pas. Et donc, ça crée des inégalités aussi entre les étudiants et leurs conditions d'études. Donc, c'est aussi là où nous, on a un désaccord sur ce sujet-là, alors que si c'est financé entièrement par l'État, il n'y aurait pas cette concurrence qui s'établirait entre les établissements. Laurent Champanet, sur cette question privé-public, financement privé, il faudrait peut-être un peu de financement privé aussi qui pourrait contribuer justement au financement de cet enseignement supérieur. Oui, on est pour ça. Surtout, on est pour une diversification du financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est heureux en France, c'est qu'on n'a pas de marchandisation de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas de gens qui font du business. Il n'y a pas d'investisseurs qui se rentabilisent sur la formation. Et c'est très heureux et il faut que ça continue. Et pour ça, il faut qu'il y ait un soutien fort de l'État. Mais on est pour une diversification. Les grandes écoles le font déjà. C'est-à-dire qu'il est hors de question de tout faire peser sur les épaules des familles et des étudiants. Il faut qu'il y ait une diversification. Les grandes écoles le font déjà beaucoup. Elles font de la formation continue pour les entreprises. Elles font de la recherche partenariale. Elles recherchent de l'argent auprès d'entreprises, auprès de leurs anciens élèves sous forme de mécénat. Donc il y a déjà une diversité de recherche de financement. Je pense qu'il faut augmenter ça pour garder quelque chose d'équilibré entre ce que met l'État, ce que les services que les écoles vendent aux entreprises, et puis une part de financement des étudiants et des familles qui le peuvent.
Quel était selon vous, Laurent Champanet, l'objectif du président de la République quand il a fait cette annonce-là? Aujourd'hui, mettre fin à la quasi-gratuité, comme on disait, des universités, ça servira à quoi? À attirer des étudiants étrangers, à mieux financer la recherche? Qu'est-ce qu'il entendait, lui, par là? Il entendait qu'il faut changer le modèle, voilà, parce qu'effectivement, il y a la question de l'attractivité pour les étudiants étrangers, il y a la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question de l'attractivité pour les carrières d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'attirer des gens. Le gouvernement en place a déjà fait des efforts d'augmentation des salaires, mais il faut encore aller plus loin. Les gens comparent par rapport aux carrières qu'on peut avoir quand on va en Suisse, quand on va en Allemagne. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de rémunération. Donc je pense que pour le président de la République, c'est une question d'attractivité et de rayonnement de l'enseignement supérieur qui nécessite qu'on ouvre un peu nos esprits sur les modèles de financement. Mariam Pouchtou, l'université, elle a déjà connu une augmentation de ses droits de scolarité pour les étudiants étrangers. Quelles conséquences cela a-t-il eu en termes d'attractivité, justement, on parle d'attractivité, quelles conséquences ça a eu? Concrètement, ça a eu l'effet inverse. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a moins d'étudiants étrangers hors Union européenne qui viennent en France, ou alors de pays plutôt favorisés, on va dire, et des pays du Nord. Et nous, ça crée, on s'y était opposés dès le départ, et ça crée une vraie problématique justement d'ouverture en fait sur l'éducation et vous faites le parallèle avec la fin de la quasi-gratuité pour les étudiants français en se disant là on a les preuves, les conséquences font qu'on en a moins d'étudiants étrangers qui viennent, là on aurait peut-être moins d'étudiants aussi qui viendraient dans les universités. Oui, c'est ça, concrètement c'est la même réflexion, c'est se dire ça a été augmenté pour certains au début et puis après on généralise pour tout le monde, et ça c'est effectivement un frein notamment à l'entrée des personnes les plus précaires sur le marché de l'emploi, et on sait aujourd'hui le niveau master est le diplôme le plus sécurisant sur le marché de l'emploi, et donc pour permettre d'y accéder, il faut que les enfants d'ouvriers, si on résume très vite les choses, puissent aussi entrer sur les bancs de la fac, et aujourd'hui c'est pas toujours le cas, ça l'est plus qu'auparavant, mais avec ces freins éventuellement qui se dresseraient devant eux, ça crée une autocensure, et à partir du moment où on touche le portefeuille, en général, c'est pas très bon signe. Quand on touche le portefeuille, c'est pas très bon signe. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Laurent Champanet, je rappelle, vous êtes président de la conférence des grandes écoles. Mariam Pouchtou, vice-présidente du syndicat étudiant l'UNEF. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très vite.